Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur France 3. Cette semaine, Dimanche en politique quitte ses studios pour un numéro exceptionnel. Nous sommes à Clamecy dans la Nièvre. Clamecy, sous-préfecture de 3600 habitants, une cité médiévale sur le canal du Nivernais. Et avec nous, une invitée, Perrine Goulet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée MoDem de la Nièvre. Cette ville, vous la connaissez ? Alors je la connais de par mon enfance puisque je venais affronter l'équipe de Clamecy au handball. C'est vrai que ce n'est pas ma circonscription, donc je la connais moins bien que mon collègue Patrice Perrault, mais ça fait partie effectivement des belles communes que nous avons dans notre territoire. Alors une ville qui symbolise un petit peu les difficultés que rencontre la Nièvre, des habitants qui s'en vont, des entreprises qui ferment, des magasins qui disparaissent, moins de services publics. Comment on s'en sort ? Alors moi, j'ai pas tout à fait la même vision de mon département. Le service public, on en a ramené avec tout ce qui est les unités France Service. On fait partie des départements qui ont le plus 33 de maisons France Service, qui permet de ramener du service public dans nos territoires. On a également, bien sûr, des commerces, des entreprises qui ferment, mais d'autres aussi qui ouvrent. Et je pense que ça, peut-être qu'on ne le dit pas assez. On a quand même des entrepreneurs qui essayent d'avancer. Et puis, bien entendu, le symbole, j'allais dire, de ce non-délaissement des communes, c'est la réouverture de cette sous-préfecture à Clamecy, qui a été décidée il y a quelques mois par le président de la République et qui fait que nous avons une jeune sous-préfète qui est capable maintenant de gérer de manière plus de proximité ce canton. Alors, on y reviendra sur cette sous-préfecture. Avant d'évoquer ces dossiers locaux, je vous propose qu'on parle un peu de vous, Perrine Goulet. Vous êtes députée MoDem depuis 2017, réélue en 2022. De quoi vous êtes la plus fière depuis votre élection ? Écoutez, je pense que d'avoir réussi à faire créer à l'Assemblée nationale la délégation aux droits des enfants, qui me tenait à cœur, qui était d'une des propositions que j'avais faites en juillet 2019. Pour moi, c'est une grande fierté, parce qu'enfin, sur chaque texte de loi, on peut se poser la question de l'enfant. Et je pense que c'est important parce que l'enfant, c'est notre avenir. C'est la génération de demain, c'est ceux qui construiront la France de demain. Donc je pense qu'on a tout intérêt à investir sur ces enfants. Quel est le but de cette délégation ? Alors cette délégation, bien entendu, c'est une délégation parlementaire. Donc elle a son rôle à effectuer au niveau de la loi. C'est-à-dire quand les lois passent, de vérifier que l'enfant est bien pris en charge dans les lois. Mais c'est également contrôler l'action du gouvernement sur les sujets qui dépendent de l'enfant. On a auditionné à plusieurs reprises des ministres. Mais c'est aussi faire la prospective pour réfléchir à demain. Et c'est ce qu'on est en train de faire justement. On est dans un cycle d'audition qui a débuté au mois d'octobre sur la protection de l'enfance pour voir comment on améliore encore la protection de l'enfance quand on sait à quel point c'est compliqué dans tous les départements aujourd'hui. Vous avez saisi la justice récemment après le visionnage d'un casting d'enfants dans un film de Jacques Doyon. Dans le cinéma, on parle plus des violences faites aux femmes et moins des enfants. Qu'est-ce qu'il faudrait réguler, Perrine Goulet, aujourd'hui pour ces enfants ? Alors moi j'ai découvert en fait au moment de l'audition de Judith Godrèche et par la suite quand on m'a fait parvenir ces rushs qu'en fait les enfants dans le cinéma c'est pas si encadré que je ne le pensais. J'avais une fausse idée qui est partie du fait que le cinéma c'était très cadré et en fait on se rend compte que non. Et qu'est-ce que vous avez découvert en visionnant ces rushs ? Alors en visionnant ces rushs, en fait on se rend compte que c'est les droits des enfants et la posture enfant qui n'est pas respectée. Typiquement, moi j'étais très choquée quand on demande à 2 enfants de se battre réellement à coups de poing et quand une enfant tombe, qu'elle se fait mal, qu'on lui dit non mais tu veux pas recommencer parce que en fait c'est exactement dans l'état où t'es qu'il faut que la petite elle le soit. Et là tu dis bah non en fait déjà on fait pas se frapper des enfants pour de vrai. Et c'est pas parce que l'enfant est dans un état compliqué que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire retourner. Donc ça, déjà, ça m'avait interpellée. Et puis on a un autre moment où on a une petite fille à qui on demande de manière insistante de parler du harcèlement sexuel dont elle a été victime. Et elle dit mais non, je ne veux pas en parler, je ne veux pas en parler. Les larmes lui viennent et on continue à insister. Et honnêtement, moi qui suis pour la défense des droits des enfants, alors que quand un enfant est victime, justement on a mis tout en place, des unités d'accueil pédiatrique enfance en danger, qu'on fait tout pour que les enfants ne soient auditionnés qu'une fois, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'un enfant répète le traumatisme qu'il a vécu, il s'ancre un peu plus dans son esprit. On est à l'opposé du respect des droits des enfants. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut changer dans ce monde artistique. Donc des règles. Il faut qu'on mette un peu plus de règles. Des castings sans autres adultes que la personne qui fait le casting me paraît quand même très étonnant. Mais justement, on va lancer normalement une commission d'enquête sur les droits des enfants dans le cinéma et dans l'audiovisuel et à la mode, puisque c'est partout où on a des castings. Et j'attends de voir effectivement ce qu'on va pouvoir ressortir. Mais en tout état de cause, moi j'ai découvert, et peut-être que j'aurais dû m'en inquiéter avant, des choses qui ne me paraissent pas normales dans cette organisation du cinéma.
Perrine Goulet, vous avez été placée à 9 ans suite au décès de votre maman. Vous avez fait de la prise en charge des enfants, placé votre combat. Le Parti socialiste vient de lancer une commission d'enquête pour faire la lumière sur les dysfonctionnements de l'ASE. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que cette ASE, elle est à bout de souffle ? Alors, tout d'abord, cette commission d'enquête, c'est très bien de l'avoir lancée. On n'est pas à l'abri que quelque chose de nouveau sorte, sauf qu'on va perdre encore 6 mois. Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas interrompre les travaux de la délégation, parce que comme je vous l'ai dit, depuis le mois d'octobre, on travaille déjà sur ce sujet-là, parce qu'on n'a pas attendu. Et moi, qui plus est, ça fait 5 ans que je travaille dessus. Je suis en lien, notamment hier, j'étais encore... Mais il y a des dysfonctionnements, vous êtes d'accord mais il y a des là-dessus ? dysfonctionnements, c'est clair. Justement, hier, j'étais encore avec les représentants de l'Association des départements de France. J'ai échangé avec plusieurs vice-présidents, plutôt vice-présidentes d'ailleurs, en charge de l'enfance dans les départements. Et oui, il y a des choses à faire, notamment. Aujourd'hui, on a décentralisé cette politique complètement aux départements. Les départements disent qu'ils peinent, mais ils disent aussi qu'il leur manque de l'État. Il leur manque l'État sur le soin. L'État est défaillant ? Je ne sais pas si c'est défaillant, c'est parce que, en fait, quand on a décentralisé, on a dit la politique de l'enfance, c'est au département. Donc, l'État a désengagé tout ce qu'il avait, même dans les préfectures, les DAS, etc. Et là, maintenant, on se dit, les enfants qu'on a d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'il y a 20 ans. Ils réclament plus de soins. Ça, c'est quelque chose d'important. Et le soin, c'est l'État. On a également plus d'enfants délinquants et là on a besoin que la protection judiciaire de la jeunesse prenne mieux en charge aussi ces enfants-là. Et puis l'éducation nationale doit aussi se mobiliser pour accueillir ces profils un peu compliqués. Donc vous voyez, je pense qu'on peut pas, et j'entends ce qu'on dit en ce moment, renationalisation, décentralisation, je pense que c'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est comment on fait mieux coopérer avec l'enfant au milieu. Et on a besoin des départements, mais on a besoin de l'État aussi. Et moi en tous les cas, ce sur quoi je suis en train de travailler avec les personnes avec qui j'ai commencé à échanger, c'est d'avoir justement une gestion, j'allais dire partenariale entre l'État et les départements pour qu'on puisse tous travailler dans un seul sens, c'est-à-dire pour l'intérêt de l'enfant. Alors je le disais, Perrine Goulet, nous sommes aujourd'hui à Clamecy, une ville qui a retrouvé, vous l'avez dit tout à l'heure, sa sous-préfecture. Elle avait été supprimée pendant 12 ans. C'était une volonté d'Emmanuel Macron. Pourquoi il a choisi cette ville ? Alors, typiquement, on avait déjà, comme vous l'avez très justement dit, une préfecture, une sous-préfecture qui était présente. On avait déjà, j'allais dire, un découpage qui était présent. Et puis, mon collègue député Patrice Perrot avait identifié que l'arrondissement qui était auparavant entre Cosne et Clamecy ne permettait pas forcément au sous-préfet de Cosne d'arriver à tout faire. Donc, on a pensé que ça pouvait être intéressant, effectivement, de redonner ces lettres de noblesse à cette sous-préfecture qui est Clamecy. Est-ce que c'était aussi une façon de sortir de la contestation des Gilets jaunes qui, on se rappelle, a été plutôt assez forte dans la Nièvre ? Je pense pas, parce que c'est pas forcément ce que les gens attendaient. Je pense que c'est plus en soutien aux élus. Par contre, les élus dans nos territoires, on a beaucoup de communes petites et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais on a beaucoup de petites communes. Et donc on a des maires qui parfois n'ont pas les services d'ingénierie pour les accompagner et donc on a besoin de beaucoup d'État dans nos départements, peut-être plus que dans les grandes villes où on a tous les services qui vont bien. Et donc l'État, on a besoin d'une forte présence. Et donc, dans nos territoires, comme à Clamecy, où on a beaucoup de petites communes qui entourent Clamecy, on a besoin d'État pour aider, pour accompagner et pour tout simplement être là pour les maires quand ils ont une question. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ambiguïté ? Parce qu'on sait qu'ici, à Clamecy, la maternité a fermé il y a plusieurs années. Donc, on ferme et puis on ouvre ces maisons qui ne sont pas du tout la même chose ? Pas forcément, qui ne répondent pas à toutes les questions. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'ambiguïté ? Je ne sais pas s'il faut faire le parallèle entre maternité et service public. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé pourquoi la maternité de Clamecy avait fermé à l'époque. En tout cas, moi, je sais, puisque j'étais là quand on a suspendu celle de Cosne-sur-Loire. Il y avait vraiment des défaillances qui mettaient en danger les femmes. Et à un moment, on avait demandé à celui qui gérait à ce moment la maternité de mettre des moyens en place pour que justement on puisse ne pas la fermer. Mais ils ont souhaité ne pas investir dans la maternité. Voilà, donc après, c'est toujours compliqué ces maternités entre proximité et sécurité. Ces maisons France Service, ce que je veux dire, c'est qu'elles ne vont pas forcément remplacer des services publics. Alors, ces maisons France Service, pour moi, elles ont un super intérêt sur lequel on n'a pas forcément assez insisté, et je vous remercie d'en reparler. C'est qu'aujourd'hui, souvent, quand vous avez un problème avec l'administration, vous avez souvent des problèmes avec la CAF d'un côté, la CPAM de l'autre, et puis peut-être Pôle emploi en troisième. Et donc, vous êtes obligé d'aller dans trois lieux différents. L'avantage de ces maisons France Service, c'est vraiment, déjà, vous êtes en proximité, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller à Nevers pour aller à Pôle emploi ou devant votre écran d'ordinateur. Mais là, on a des gens qui sont là
et qui sont capables de vous accompagner sur votre dossier en global. Et je trouve qu'on l'a pas assez défendu. Et moi, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui a un problème avec 2 administrations, je l'envoie vers la maison France Service parce que vraiment, ils peuvent prendre en globalité le sujet des personnes, qui plus est peut-être détecter aussi des droits qu'ils n'ont pas demandé, auxquels ils ont droit. Donc moi, je suis vraiment convaincue par ces maisons France Service. Je pense que ce n'est pas forcément fermé, ce qu'on a dans les préfectures ou les sous-préfectures, mais ça amène aussi du service public là où il n'y en avait plus, parce que des pôles emploi à Donzy ou des pôles emploi dans des petites communes là où il y a les maisons France Service, on n'en avait pas forcément. Là, ils l'ont à côté de chez eux. Donc moi, au contraire, je trouve qu'on ramène du service public en proximité des gens. Alors, Perrine Goulet, l'un des dossiers qui vous a beaucoup occupé, c'est celui de l'hôpital de Cosne-sur-Loire. Oui. On en est où ? Alors, l'hôpital de Cosne-sur-Loire, il m'a occupé, mais il m'occupe encore, puisque voilà, on a un petit décalage dans la pose de la première pierre, puisqu'on a eu un marché infructueux au moment de l'appel d'offres. Donc là, il va être relancé. En tout cas, moi, je tiens à rassurer les Cosnois et tous les habitants du bassin. Oui, cet hôpital va se faire. Ce sera quand ? Alors, normalement, maintenant, avec le nouvel appel d'offres, si tout va bien, l'appel d'offres, on va l'avoir au mois de juillet. Donc, première pierre, normalement, dernier trimestre de l'année. On perd 6 mois. Ça, c'est clair. On perd 6 mois sur le dossier. Mais j'ai rencontré Catherine Vautrin, j'ai rencontré le cabinet de Monsieur Valtou, et il est bien prévu que cet hôpital se fasse. On a effectivement une inquiétude qui a été relayée sur l'augmentation des prix, comme dans tous les établissements. Oui, se murmure qu'il y a des problèmes pour boucler le budget. Oui, effectivement, les prix ont augmenté de 15%. Donc le budget qui était prévu, il est dépassé. Donc on est en train d'essayer de voir comment on va aller boucler. Et c'était tout d'ailleurs l'objet du rendez-vous qu'on a eu au cabinet Valtou avec mon collègue François Cormier-Bouligeon du Cher et mon collègue Patrice Perrault de la Nièvre, où on a été ensemble demander s'ils pouvaient nous emmener cette Donc opérationnel rallonge. quand, vous avez dit ? Alors opérationnel 2 ans après la première pierre. Donc première pierre fin de l'année là, on espère septembre-octobre, donc opérationnel 2026. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on me dit souvent c'est une coquille vide parce qu'il n'y a pas de bloc, il n'y a pas de maternité. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les professionnels l'attendent, puisque Cosne, par exemple, le service des urgences, c'est un des seuls services où on a retrouvé du médecin en contrat. Et je pense que la prévision de ce nouvel établissement avec de nouvelles conditions est attendue pour les professionnels. Et ça, je pense que c'est déjà une première. Et après, on a en tout cas tout mis en œuvre pour que les fluides arrivent. Et si demain, on a plusieurs médecins qui veulent opérer à Cosne, bien oui, il faudra retrouver 2 ou 3 millions d'euros, certes, mais on pourra construire un bloc si on a le besoin. Mais pour le moment, on n'a pas de médecin sur Cosne qui opère. Alors, puisqu'on parle de santé, l'hôpital de Nevers est bousculé par une série de dysfonctionnements depuis des mois. Qu'est-ce qui se passe et on en est où ? Alors à Nevers, donc il y a quelques mois, quand la Haute Autorité de Santé est venue faire l'audit, on s'est rendu compte qu'il allait avoir des difficultés, même si nous on le savait déjà, on avait tiré la sonnette d'alarme. Et donc avant même de savoir les résultats de la Haute Autorité de Santé, l'ARS a demandé à ce qu'on ait une administration provisoire. Donc on a eu l'administration provisoire qui s'arrête en octobre, qui s'arrête là. Maintenant, on a eu d'ailleurs un bilan la semaine dernière, un comité de surveillance extraordinaire. Et alors on en est où ? Est-ce que ça va mieux ? Alors, est-ce que ça va mieux ? En tout cas, ils commencent à remettre en place un certain nombre de mesures. Et ça, je pense que c'est important. Bien entendu, vu du niveau où on part, on ne pourra pas tout résoudre en 15 jours. Je pense que c'est utopique. Sur cet hôpital, problème d'organisation, ambiance délétère, manque de moyens. Et on n'a pas compris. Rien n'allait, ou il y avait beaucoup de difficultés. Je ne sais pas comment le tourner. Alors, on a effectivement un problème d'ambiance entre certains professionnels. Ça, c'est clair. Par contre, le plateau technique est un très bon plateau technique. Donc, ce n'est pas un problème de moyens en tant que tel. Par contre, oui, on a des problèmes d'organisation. C'est ce qui ressort d'ailleurs du fait qu'on n'a pas été validé par la haute autorité. On n'a pas été certifié sur cet hôpital. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'on a un jeune directeur qui va arriver. Il arrive lundi. Il sait où il met les pieds et il a très envie d'améliorer les choses. On a aussi pas mal de professionnels qui ont un petit peu changé. Ça leur a ouvert les yeux sur le fait que ce qu'ils vivaient n'était pas forcément normal. Donc moi, je suis assez positive, mais bien entendu, ça ne sera pas dans les 15 jours. Ce que vous avez dit il y a quelques mois, il faut que des têtes tombent. Est-ce que le ménage a été fait d'après vous ? Alors, il a commencé à être fait. Il y en a qui sont même partis tout seuls, donc c'est plutôt bien. Mais je pense qu'il faudra qu'on continue. Une poignée de médecins sont là pour nuire à l'hôpital. Ça, c'est Denis Turriot qui l'a dit il y a quelques jours. Vous êtes d'accord ? Quand je parlais des têtes, c'était pas forcément que les médecins. Oui. Il y a aussi une partie de la direction qui est là depuis longtemps. Et je pense qu'à un moment, c'est bien de pouvoir faire changer certains cadres des directions. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ça a remis de l'organisation. Maintenant, il y a des réunions de cadres plus fréquentes, pluridisciplinaires, etc. Donc cette administration provisoire, pour moi, elle a permis d'avoir un regard extérieur
extérieure qui a été bénéfique, elle a permis aussi de voir les dysfonctionnements et de commencer à mettre en place certaines choses. Est-ce que la situation va s'arranger pour les urgences? Parce qu'on sait que le service accueille 2 fois plus de patients que la capacité théorique. Alors, le service des urgences, effectivement, on est en train de regarder avec le maire de Nevers et l'ARS comment on peut agrandir ce service d'urgence. Mais la grosse problématique du service d'urgence, c'est pas qu'ils accueillent et que ça reste, c'est qu'on n'a pas assez de médecins pour traiter le flux. Donc, le vrai enjeu, c'est de trouver les médecins qui puissent venir pour qu'on ait plus de médecins à l'instant T, qu'on puisse mieux traiter Pourquoi on les n'arrive pas à patients. les séduire? Pourquoi on les attire pas? Nevers, c'est quand même un joli cadre de vie. Vous n'allez pas me dire l'inverse? Ah non, moi j'adore mon cadre de vie. Pourquoi on les attire pas? Je pense que déjà les mauvaises réputations qu'on a eues depuis plusieurs années, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'hôpital, ben on voit que la face qui ne va pas, et pourtant il y a quand même des choses qui vont bien dans cet hôpital. On a un merveilleux service de soins palliatifs, puisque c'est dans l'actualité. On a aussi d'autres services où ça se passe très bien, mais ceux-là on n'en parle pas. Et c'est dommage parce que un médecin, quand il regarde là où il va aller, il regarde un petit peu ce qui a été écrit sur cet hôpital. Et en fait, on voit qu'on a énormément d'articles négatifs sur notre hôpital qui ne reflètent pas ce qu'on est. Ce que je vous dis, on a un très beau plateau technique. J'ai discuté avec un des administrateurs qui, depuis, est devenu directeur du CHU de Strasbourg. Il me dit, mais vous avez un très bon plateau technique, vous avez des très bons médecins. Voilà, maintenant, il faut remettre de l'ordre et il faut redonner confiance. Et je pense que c'est vraiment ça. Alors j'aimerais qu'on parle aussi de la centrale de Belleville. Vous vous êtes prononcé, vous, Perrine Goulet, pour la construction de 2 nouveaux réacteurs dans cette centrale qui est à 60 km d'ici, dans le Cher. Pour quelles raisons? Alors, tout simplement parce que les centrales, on va en avoir des supplémentaires. Les centrales, c'est aussi de l'attractivité pour un territoire. Moi, j'en suis convaincue pour l'avoir reconnu. Les 2 tranches que nous avons actuellement à Belleville, c'est plus de 700 agents EDF et 700 prestataires. Plus quand il y a des arrêts du réacteur, on en a plus que ça. C'est aussi un facteur de développement économique. Et quand on me parle de dire Cône, on voudrait un bloc, etc., typiquement, si on avait le double de salariés sur la centrale nucléaire, eh bien, on pourrait peut-être réenvisager l'implantation de certains services. Parce que quelles peuvent être les retombées pour la Nièvre? C'est déjà des personnes qui y habitent. Ça, c'est important. Ils font travailler les commerces aux alentours. Et puis, c'est du dynamisme. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Enfin, quand on voit là, le dossier qui est dans le Cher, qui est la fin de la cimenterie de Bef, on voit bien que ça va impacter tout un territoire. Et quand on a des entreprises comme ça qui ferment ou qui ne se développent pas, eh bien, c'est notre économie qui en pâtit. Et donc, s'il n'y a pas d'habitants, on ferme des écoles. Si on ferme des écoles, on ferme des services publics. Si on ferme des services publics, on n'a plus rien dans nos communes. Ça soulève quand même des questions, notamment par rapport à la question des déchets. Il y a une opposition assez vive des écologistes et même des viticulteurs du coin. Vous comprenez ça? Alors, sur la partie déchets, ils ne resteront pas sur le site. Donc, moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Et par contre, sur la partie eau, moi, j'y suis allée. J'ai demandé un rendez-vous. On a fait tout le circuit de l'eau. Je suis allée me renseigner. Est-ce qu'il y aurait un deuxième point de captage? Est-ce qu'on reprenait le même? Est-ce qu'on avançait? Je suis allée voir le nouvel outil de gestion des effluents qu'ils vont mettre en place, qui devrait permettre de moins consommer d'eau. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart de l'eau qui est prélevée dans la Loire est remis dans la Loire après. Et ça, on oublie souvent de le dire. On a l'impression que c'est un puits sans fond. Mais non, c'est un cercle et on remet l'eau dedans. Donc en fait, la consommation pure d'eau, c'est celle que vous voyez s'élever par les aéroréfrigérants. Mais ce n'est pas une consommation qui atteint le fleuve. Donc oui, je suis allée voir. Oui, de toute façon, il y a déjà des choses qui permettent de préserver le fleuve. Typiquement, quand on arrive en dessous d'un certain débit, eh bien, on serait obligé d'aérer les réacteurs. Ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Même au mois de septembre l'année dernière, où le cours de la Loire était faible, on n'a pas eu besoin parce qu'on était quand même sur des débits supérieurs à l'attendu. Donc, il était important pour moi, oui, de porter le projet des élus, parce qu'au départ, c'est un projet des élus du secteur, et je pense que ça, c'est important de le dire, d'aller vérifier que, point de vue eau, c'était possible, point de vue terrain. Et donc, pour moi, les feux sont au vert et je pense qu'on a intérêt vraiment à faire du développement économique dans notre territoire. Alors, j'aimerais maintenant, Perrine Goulet, qu'on parle de votre parti, le MoDem, le Mouvement démocrate. Aujourd'hui, 1 député sur 5 de la majorité présidentielle est au MoDem. Qu'est-ce que vous avez vraiment apporté ou obtenu depuis 2017, vous, le MoDem ?
Alors, moi, j'ai rejoint le MoDem qu'en En cours 2020. de route. Mais en tout cas, moi, je vois sur la partie enfance-famille qu'on apporte notre touche. Et puis, sur la partie, j'allais dire, gestion financière, on voit bien qu'on est un tout petit peu à côté de nos collègues, même si pour le moment, on n'avait pas forcément obtenu autant qu'on voudrait. Visiblement, on a rencontré Gabriel Attal cette semaine. Il n'est pas si fermé que ça à certaines de nos propositions. Donc, j'espère bien qu'on va regarder autrement les propositions du MoDem sur la partie finance. De toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut qu'on s'interroge. Et à un moment, quand on demande des efforts à certains, moi, je pense que l'effort doit être réparti entre tout le monde, y compris ceux qui ont le plus. Il n'y a pas de refroidissement des relations depuis la nomination au mois de janvier du nouveau gouvernement ? Alors, on a eu effectivement un petit coup d'énervement de notre président de parti, un coup de sang. Mais vous l'avez regretté, vous, ce coup de sang, ou vous l'avez compris ? On lui a dit ce qu'on en pensait, en tous les cas. Voilà, c'est des choses qui se disent en famille, j'allais dire. Mais en tout cas, non, il n'y a aucun refroidissement. On a notre place dans cette majorité. On veut faire en sorte, effectivement, pour le pays, qu'on avance sur un certain nombre de sujets. Je vous ai parlé de l'enfant, je vous ai parlé de les familles. Je vous parle également de la partie financière. On en a besoin. Et je pense que la voix du MoDem est importante. Un mot sur les élections européennes. Nous sommes à 2 mois du scrutin. Toutes les études d'opinion affirment que Renaissance est à 10, voire 15 points derrière le Rassemblement national de Jordan Bardella. Votre mission, c'est quoi ? C'est de faire jeu égal ? C'est de dépasser ou c'est de limiter les dégâts ? Alors moi, je ne regarde pas forcément les sondages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaye déjà de faire comprendre aux Français qu'il faut qu'ils aillent voter le 9 juin, sachant que ce n'est pas comme les élections dont on a l'habitude, c'est un seul tour, une seule journée de vote. On ne pourra pas se rattraper la semaine d'après. Qu'est-ce qu'on peut leur dire alors ? Quelle bonne raison d'aller voter pour Renaissance au mois de juin ? Moi, les bonnes raisons pour voter pour les partis de la majorité, tout d'abord, c'est parce que je pense qu'on défend le modèle de la démocratie tel que nous le connaissons dans notre pays. Ce qui n'est pas forcément le cas des deux extrêmes qui nous entourent. Et ça, je pense que c'est important. Nous défendons le modèle qui fait le nôtre, notre laïcité, notre organisation. Et je pense que ça, c'est très important. Et après, l'Europe nous aide. Pendant le Covid, si on a eu tous ces vaccins, c'est parce qu'on était ensemble. Actuellement, si on arrive à demander à tous les GAFA de limiter certaines choses sur notamment certaines diffusions d'images ou certains abus de situation du monde, c'est parce que c'est l'Europe qui négocie. La France toute seule négocier avec les GAFA, enfin c'est surréaliste en fait. Donc l'Europe, c'est ça, c'est apporter cette force-là. Et puis alors qui plus est maintenant, dans l'instabilité géopolitique que l'on connaît, entre l'agression de la Russie sur l'Ukraine, mais également l'instabilité entre la Chine et puis on ne sait pas ce qui va advenir des États-Unis dans quelques mois. Je pense qu'on a intérêt par contre d'être fort parce que la France tout seul est trop petite pour rivaliser avec de telles nations. Déjà l'Europe est petite, mais si en plus on est tout seul, c'est pire. Et donc on a vraiment besoin pour moi d'Europe. Alors bien entendu, tout n'est pas parfait dans l'Europe, hein, j'en ai conscience, on a tous conscience. Mais à un moment, c'est pas parce qu'elle n'est pas parfaite qu'il faut donner aux extrêmes qui vont la détruire. Alors vous n'aimez pas les sondages, mais Jordan Bardella, il est très haut dans les sondages. Emmanuel Macron, en arrivant à l'Elysée, il avait promis aux Français qu'il n'y aurait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Est-ce que c'est pas là son principal échec ? Alors, je pense qu'on a du mal à expliquer ce qu'on a fait. Parce que quelque part, quand on regarde, quand on a été élu en 2017, les gens parlaient beaucoup du chômage, parlaient beaucoup de cette inquiétude de demain, de ne pas trouver du travail. Ça, on a réglé depuis cette partie-là. C'est quasiment réglé, les gens ne me parlent plus du chômage. Et après, là où moi je suis très déçue, c'est surtout qu'on n'a pas réussi, je pense, à communiquer un certain nombre de choses bien qu'on a faites. Je pense qu'on a un défaut de communication. Et puis, peut-être qu'on est un peu trop honnête et qu'on ne ment pas pour faire plaisir aux gens. Moi, je préfère leur dire la vérité. Ah oui, sur un certain nombre de points, c'est ce qu'ils disent, bien entendu. Et moi, je préfère rester droit dans mes bottes et avoir quelqu'un en face qui n'est pas content, mais parce que je vais lui dire la vérité et je ne vais pas lui mentir juste pour avoir son vote, plutôt que de dire n'importe quoi. Parce que de toute façon, dans le contexte géopolitique dont on est à l'heure actuelle, ça va être compliqué. Et tout ce que certains, et notamment l'Assemblée nationale, annoncent, ils ne pourront pas le faire de toute façon. Perrine Goulet, c'est bientôt la fin de cette émission. Je voudrais qu'on revienne sur l'actualité de la semaine. C'est le projet de loi sur la fin de vie qui a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Ce texte, il doit ouvrir la possibilité d'une aide à mourir. C'est une bonne chose. Alors moi, je pense que c'est une demande des Français. Partout où je passe, souvent on m'en parle. J'ai fait une réunion publique avec le rapporteur qui a été désigné hier, Olivier Falorni, dans la Nièvre au mois de décembre. On voit que ça intéresse les gens parce que chacun peut se projeter et se dire qu'à un moment, la sédation continue, c'est bien. Mais quand on l'a vécu, et j'ai une collaboratrice qui l'a vécu, les sédations longues, ça peut être douloureux
pour la personne qui est en sédation et pour la famille. Et on n'a peut-être pas, quand on est en fin de vie, envie d'imposer ça à sa famille. Donc oui, je pense qu'il faut qu'on donne cette possibilité-là, même si j'entends les médecins qui ont bien entendu certaines inquiétudes. Très rapidement, est-ce que ça doit s'accompagner aussi d'un déploiement des soins palliatifs, y compris dans la Nièvre? Alors moi, comme vous le savez, le palliatif, c'est quelque chose qui est très important. Quand on a eu certaines difficultés à l'hôpital de Nevers, j'ai été aux côtés des personnels pour accompagner et pour qu'on ne ferme pas ce service de soins palliatifs, parce qu'on a un très bon soin palliatif à l'hôpital, mais également mobile. On a le soin palliatif mobile porté par Emeraude. Nous, dans la Nièvre, je pense qu'on a un modèle de soins palliatifs qu'il faudrait développer dans tous les départements, parce que vraiment, il faut qu'on puisse effectivement prendre en charge la douleur, permettre à ceux qui veulent aller jusqu'au bout de leur vie sans souffrir de le faire, mais permettre à ceux qui souffrent vraiment trop aussi de ne pas avoir à souffrir inutilement pendant des mois. Merci beaucoup Perrine Goulet d'être venue sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci aussi aux équipes de France 3 et bien sûr à la ville de Clamecy pour son accueil. Passez un très bon dimanche et à bientôt sur France 3. Merci.